Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales de KPMG. Aujourd'hui, et comme toujours, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Marie-Pierre Haut, associée chez KPMG Avocats et directrice de la doctrine fiscale. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Vincent, bonjour à tous et ravi de vous retrouver au micro de Radio KPMG. Nous consacrons le programme de cette édition au projet de loi de finances pour 2025 et plus particulièrement aux mesures destinées aux entreprises. Le contexte politique nous offre un cadre inédit, sans précédent au cours de la Ve République, notamment en raison du dépôt retardé du projet de loi de finances par la nomination début septembre du nouveau Premier ministre. Le projet de budget présenté le 10 octobre dernier en Conseil des ministres vient d'être examiné pour sa partie recettes par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il est débattu depuis hier soir par les députés en séance publique. Nous allons en détailler les principales dispositions, mais avant cela, Marie-Pierre, où en est-on du parcours législatif ? La Commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté en bloc la partie recettes samedi 19 octobre à 29 voix contre 22. Il a été voté par les groupes de gauche, mais rejeté par les autres partis, alors que la Commission avait profondément modifié le texte initial. On dénombre près de 199 amendements adoptés, parfois au terme d'une alliance entre les groupes de gauche et le centre, conduisant à des hausses d'impôts pour environ 60 milliards d'euros supplémentaires. Du jamais vu. D'où le rejet en bloc du texte. Donc c'est dans ce contexte qu'a commencé l'examen du texte en séance publique, hier soir, le 21 octobre, qui doit déboucher sur un vote solennel le 29 octobre sur la première partie du budget, c'est-à-dire le volet recettes. La seconde partie, le volet dépenses, qui doit, selon la loi organique relative aux lois de finances, être votée après le volet recettes, ne contient pas pour l'heure de mesures fiscales. Alors, on vient de le dire, ce budget 2025 est un budget exceptionnel au regard du contexte dans lequel il s'inscrit. Quelles sont les chances de parvenir à un vote final par les députés ? La réponse est probablement incertaine. Rappelons que le budget 2025 est soumis à 3 impératifs très forts. Le respect du calendrier budgétaire, l'absence de majorité même relative d'un seul parti et la procédure européenne pour déficit excessif engagée contre la France qui le contraint fortement. L'absence de majorité pèse sur le respect du calendrier puisque le texte doit être examiné dans le délai constitutionnel de 70 jours qui se répartissent entre l'Assemblée nationale, le Sénat et la commission mixte paritaire. Le recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution, sans que la discussion à l'Assemblée nationale ne se soit poursuivie jusqu'à l'expiration du délai imparti, à savoir 40 jours, est également une possibilité sérieuse pour obtenir un vote. Le rejet du texte en commission des finances samedi dernier crédibilise d'autant la thèse d'un recours à l'article 49.3 par le gouvernement. Reste que dans cette éventualité, la version du texte sur laquelle le gouvernement engagerait sa responsabilité devrait intégrer des mesures émanant de certains partis proches du bloc présidentiel ou d'opposition, afin de lui éviter le vote d'une motion de censure. Affaire à suivre donc, et il est très difficile, voire hasardeux, de présager de la mouture définitive du budget 2025. Certaines mesures que nous allons maintenant évoquer semblent toutefois, Marie-Pierre, faire consensus. Comme le Premier ministre l'avait annoncé, ce projet prévoit une augmentation des prélèvements ciblant les grandes entreprises. Les personnes physiques ne sont pas en reste puisque celles à haut revenu seront également visées par cette loi de finances, mais nous y consacrerons une édition spéciale. S'agissant des entreprises, 3 mesures importantes sont prévues. La première concerne le report de la suppression de la CVAE. La seconde, l'instauration d'une contribution temporaire et exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Et enfin, une troisième mesure qui concerne la taxe sur les rachats d'actions. Commençons par l'une des mesures les plus notables pour les entreprises, celle relative à la CVAE. Le calendrier de sa suppression progressive serait décalé de 3 ans. Il était prévu que son taux diminue progressivement jusqu'à une disparition totale en 2027, il faudrait désormais attendre 2030. Dans l'intervalle, pour les années 2025 à 2027, le taux d'imposition maximal théorique resterait au taux de 2024, soit 0,28%. Il serait réduit en 2028 et 2029 avant sa disparition en 2030. Ce report est manifestement une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui avaient prévu dans leur budget sa suppression. Les 2 autres mesures phares de ce projet de loi concernent les grandes entreprises, celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. En effet, Vincent, facialement un même seuil, celui du milliard, mais une définition du chiffre d'affaires différente pour chacune des taxes proposées, mais nous allons y revenir.
S'agissant tout d'abord de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, la mesure cible les entreprises réalisant en France un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros. Celles-ci devront s'acquitter d'une contribution additionnelle sur l'IS pendant 2 exercices, 2024-2025, pour celles dont l'exercice social coïncide avec l'année civile. Le taux de cette contribution serait différencié selon le chiffre d'affaires et l'exercice concerné. Ainsi, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros, mais inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution serait fixé à 20,6% de l'impôt sur les sociétés pour le premier exercice 2024 et diminué de moitié à 10,3% pour l'exercice 2025. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros devraient, quant à elles, s'acquitter d'une contribution égale à 41,2% de l'impôt sur les sociétés au titre de 2024 et 20,6% pour l'exercice 2025. Alors, quelle en est l'assiette? On parle bien d'une contribution sur l'IS et non pas sur les bénéfices. Exactement, Vincent. L'assiette de la contribution serait constituée de l'IS au taux normal ainsi qu'au taux réduit au pluriel, c'est-à-dire notamment celui du régime des brevets. Il s'agit de l'impôt sur les sociétés avant toute imputation de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt, tel que le crédit d'impôt recherche par exemple. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le seuil de déclenchement de la taxe est celui réalisé en France. Et en cas d'intégration fiscale, ce sera la somme des chiffres d'affaires des sociétés intégrées qu'il faudra additionner. Et enfin, cette contribution exceptionnelle serait non déductible de l'impôt sur les sociétés. C'est une mesure qui a fait consensus puisqu'elle a été adoptée sans modification par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ce qui peut donner tout de même une tendance. Tel n'a pas été le cas de la troisième mesure emblématique concernant les entreprises. Le gouvernement souhaite mettre en place une taxe sur les réductions de capital résultant du rachat de ses propres actions par une entreprise en vue de leur annulation. Il me semble que l'instauration d'une telle mesure avait déjà fait grand bruit l'année dernière. En effet, cette idée n'est pas nouvelle. Elle avait déjà fait l'objet de nombreux débats dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Dans la première mouture du PLF 2025, la taxe serait applicable aux entreprises françaises dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est supérieur à 1 milliard d'euros. On parle ici du chiffre d'affaires individuel ou, le cas échéant, de celui des comptes consolidés ou combinés. Le taux de la taxe serait fixé à 8% et elle serait assise sur le montant de la réduction de capital, augmenté d'une fraction des sommes revêtant sur le plan comptable le caractère de prime liée au capital, au prorata de la réduction de capital. Attention, petit effet rétroactif, la taxe serait applicable aux opérations réalisées depuis le 10 octobre 2024, soit la date de la présentation de la mesure. Et enfin, et toujours pour maximiser son rendement, elle ne serait pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Voilà pour les principales mesures intéressant les entreprises. Marie-Pierre, revenons à présent sur les amendements proposés et votés par la Commission des finances avant le rejet de la totalité du volet recettes. Ils vont être rediscutés par les députés. Quelles sont les pistes qui pourraient réapparaître en séance publique? Alors, on peut penser par exemple à la proposition peut-être un peu baroque de limiter le champ d'application du régime mère-fille aux seules distributions provenant de filiales françaises ou européennes. Ou encore à la hausse de 4 points du taux de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de titres de participation, et ce afin de neutraliser les conséquences de la baisse progressive du taux normal de l'impôt sur les sociétés à 25%, ce qui résulterait en une quote-part de frais et charges portée ainsi de 12 à 16%. Enfin, concernant le régime d'imposition des redevances de brevets, une augmentation du taux réduit d'IS de 10% à 15% a été proposée. Traditionnellement, le crédit d'impôt recherche suscite beaucoup d'intérêt et de débats. C'est encore le cas cette année. Oui, il est encore très débattu cette année. Et si les amendements visant à restreindre son assiette ont été rejetés par la Commission des finances, signalons toutefois un amendement approuvé, celui-ci, visant à transformer le crédit d'impôt recherche en une réduction d'impôt pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025 par les grandes entreprises. Par grande entreprise, on entendrait celle employant plus de 5 000 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel serait supérieur à 1,5 milliard d'euros ou qui aurait un total bilan de plus de 2 milliards d'euros. L'objectif poursuivi est d'empêcher ces entreprises d'acquérir des créances sur l'État remboursables. Pour conclure, Marie-Pierre, que peut-on attendre de l'ensemble des amendements présentés, rejetés ou votés lors de la discussion en Commission des finances? Il est difficile de dire ce qu'il adviendra de ces amendements lorsqu'ils seront discutés en séance publique par les députés. Des majorités, parfois de circonstances, se sont formées en Commission des finances, peut-être temporaires, mais c'est difficile à prédire.
Il nous faut attendre, je crois, les débats et les positions des différents groupes avant de voir article par article, amendement par amendement, si une majorité se dessine ou non. Cela étant, le vote final du volet recettes est loin d'être acquis et le texte transmis, le cas échéant, au Sénat pourrait avoir une toute autre physionomie. Une chambre, le Sénat, où le gouvernement devrait avoir plus d'alliés. Bref, à moins de lire dans le marc de café, il est difficile de répondre à cette question tant elle dépend de paramètres incertains. Seule certitude, pourtant, le texte final devrait être adopté au plus tard le 21 décembre. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de notre émission consacrée à la loi de finances 2025 une fois le texte définitivement adopté. Nous diffuserons également le 2 décembre prochain une édition consacrée aux mesures du projet de loi de finances 2025 intéressant les particuliers. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez suivre l'actualité fiscale et nos différentes publications relatives notamment à la loi de finances sur le site KPMG Avocat ou le compte LinkedIn de KPMG Avocat et également dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.